Bienvenue sur le plateau de télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition, ici au Parc Exposition. Nous allons aborder pendant tout ce temps toutes les questions que se posent les futurs acheteurs. C'est comment bâtir en toute sécurité. Et vous savez qu'il y a plein de législations qui existent, plein de droits. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va travailler, ce qu'on va aborder comme question. Pour cela, je reçois M. Cédric Lebeau, vice-président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Vous êtes également directeur d'agence des Villégiales à Montpellier. Je reçois M. Frédéric Carteret, directeur régional, président du syndicat des constructeurs aménageurs au sein de la FFB, Fédération française du bâtiment pour la région Occitanie. Et je reçois maître Patrick Melmoux, avocat Verbatim à Montpellier. Alors justement, la grande question souvent que se posent les gens qui veulent acheter, c'est comment être sûr de ce qu'on va acheter, des contrats qu'on peut avoir, des garanties qu'on peut avoir. Il y a plusieurs garanties. Plusieurs garanties, oui, en fonction des contrats que l'on va utiliser, puisqu'il y a deux contrats. Essentiellement, c'est le contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan et le contrat de vente en état futur d'achèvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le législateur a voulu mettre en place un système de protection particulier dès lors qu'on rentre dans le cadre du secteur protégé. Qu'est-ce que c'est que le secteur protégé? C'est l'immeuble à usage, pour faire simple, l'immeuble à usage d'habitation. Donc, dans la mesure où on décide de faire construire ou de se porter acquéreur d'un appartement ou d'une maison individuelle dans le cadre du secteur protégé, secteur à usage d'habitation, on a une protection très importante qui est mise en place par le législateur, et notamment, c'est la question que vous me posiez, une garantie de remboursement côté promoteur. Pour faire simple, si le promoteur fait faillite, c'est un banquier qui va financer l'achèvement de la maison. Et la garantie de livraison à prix et délai convenus dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles. Pour faire tout aussi simple, si le constructeur dépose le bilan, le garant, l'établissement financier, va désigner sous sa responsabilité un nouveau constructeur qui, pour le prix d'origine, va achever la maison conformément au contrat, aux documents contractuels et aux règles de l'art. Ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, l'acheteur qui se retrouve face à une difficulté liée à un promoteur qui effectivement fait défaut ou un constructeur, il a quand même des garanties. Il a la garantie qu'il aura son appartement ou sa maison. Mais qui fera à la place? C'est juste les banques qui vont prendre... Alors la banque, dans le cadre du promoteur, c'est la banque qui va financer l'achèvement. Et donc il va falloir trouver un nouveau maître d'ouvrage qui va s'occuper de cet achèvement. Et dans le cadre du constructeur de maisons individuelles, le garant, l'établissement financier, va désigner un nouveau constructeur sous sa responsabilité qui va devoir achever la maison, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, conformément au contrat, conformément aux règles de l'art et conformément au permis de construire. Imaginez l'hypothèse que j'ai rencontrée d'une maison qui est parfaitement mal construite, mal implantée par exemple. Il faudra la démolir et la reconstruire. Et si le constructeur a fait faillite, c'est le garant qui va financer la démolition et la reconstruction. Alors pour vous, mettons en tant que promoteur, est-ce que c'est un bien, je dirais, d'avoir des garanties comme ça pour le client? Ça fait partie de nos obligations. En fait, on ne peut pas, et je pense qu'après on va reprendre un peu l'historique des contrats, on ne peut pas donc signer un acte authentique, donc un acte devant notaire, pour un programme donc, de logement collectif, donc un programme de promotion immobilière, sans garantie financière d'achèvement. Ça fait partie de nos obligations. Donc à partir du moment où nos clients vont chez le notaire signer avec un promoteur et le promoteur fournit au notaire et au client cette garantie financière d'achèvement, seulement dans ces conditions, le contrat peut avoir lieu. Sinon, on ne peut pas signer. Et tous les promoteurs sont tenus à faire ça? Oui, c'est une obligation légale qui est contrôlée par le notaire et qui fait figure dans ce qu'on appelle le dépôt de pièces. C'est un document, une liasse de documents, donc qui est à consultation de nos clients chez le notaire et qui permet de vérifier pour nos clients, bien évidemment le notaire le fait, que la garantie financière d'achèvement est bien en place. Alors on l'entend bien au niveau des promoteurs, donc il y a la présence du notaire qui rassure aussi, qui appose des garanties, ce qui n'est pas forcément le cas pour la maison individuelle. On n'est pas obligé de passer devant le notaire avant de... En maison individuelle, on ne passe pas devant le notaire. C'est la raison pour laquelle il y a une législation depuis 1990 donc, qui nous permet d'apporter une garantie de livraison à prix et délai convenus. Donc en fait, pour le client, pour le maître d'ouvrage particulier, ce qui est important, c'est qu'il est certain qu'il aura sa construction dans les prix, dans les délais qui sont convenus, même en cas de défaillance du constructeur. Et pour nous, c'est une chose très importante. Au niveau de notre syndicat, on se bat pour cela depuis fort longtemps. Parce qu'il est bien évident qu'il faut protéger le consommateur.
Et cet outil, qui est la garantie de livraison, est l'outil indispensable justement pour faire bénéficier en fait au maître d'ouvrage d'une sécurité. Alors justement, puisque vous êtes avocat, on imagine moins la présence d'un avocat je dirais dans le parcours de l'accession à la propriété. C'est justement parce que c'est important d'être garanti, parce que le client, lui, le consommateur qui veut acheter, l'acheteur, il ne sait pas très bien exactement là où il met les pieds. Vous posez une excellente question. Alors d'abord, je voudrais revenir 2 secondes sur la garantie. Je vais répondre à votre question, évidemment, qui est très importante, qui est la garantie d'achèvement et la garantie de livraison. La différence, on l'a vu, c'est que dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement, l'acte est passé en présence d'un notaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, puisque là, c'est un sous-seing privé. Monsieur Lebeau vous l'a indiqué, le notaire est là pour vérifier qu'il y a cette garantie d'achèvement. Si, par extraordinaire, il se trompe, il oublie, il commet une erreur, il engage sa responsabilité. Donc, de toute façon, en toute hypothèse, s'il n'y a pas de garantie d'achèvement parce que le notaire ne l'a pas vérifié, c'est le notaire qui financera l'achèvement de la construction. Dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, il n'y a pas de notaire. Et donc le législateur, lorsqu'il a voté la loi en 1990, s'est posé la question. Puisque ce n'est pas un acte notarié, il ne va pas y avoir un notaire qui va contrôler, qui va vérifier, qui éventuellement va engager sa responsabilité. Et donc le législateur s'est posé la question, on va prendre un avocat. Oui, mais un avocat, il faut le payer. Bon, on va prendre un huissier. Oui, mais un huissier, il faut le payer. Et donc il a décidé de prendre un professionnel qui n'est pas un professionnel du droit, mais l'avantage c'est que c'est gratuit, qui est le prêteur. Puisque dans l'immense majorité des cas, pas la totalité, mais dans l'immense majorité des cas, j'imagine, vous le confirmerez, que les consommateurs ont recours à un prêt. Eh bien, lorsque l'on propose un dossier de prêt à un prêteur et que dans ce dossier, il y a un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le prêteur doit vérifier que ce contrat est conforme à la loi et qu'il y a une garantie de livraison. Donc, s'il n'y en a pas et si le prêteur débloque les fonds alors qu'il n'y a pas de garantie de livraison, il engage sa responsabilité et c'est lui qui paiera. Maintenant, pour répondre directement à votre question, je le répète, qui est extrêmement intéressante, c'est que j'ai toujours été très étonné de voir les acquéreurs ou les consommateurs, les accédants à la propriété se lancer dans une opération. On a l'habitude de dire, mais je crois que c'est juste, que c'est l'opération de leur vie pour 95% des gens et qui engagent des sommes extrêmement importantes, qui ne prennent pas le moindre début d'information, qui pourraient le faire, notamment en se rapprochant d'avocats spécialisés. Ça ne leur coûterait pas très cher de poser un certain nombre de questions. Pour vérifier que c'est bien un contrat de vente en état futur d'achèvement qu'ils doivent conclure avec une garantie d'achèvement ou que c'est bien un contrat de construction de maison individuelle qu'ils doivent conclure avec une garantie de livraison. Parce que le risque, c'est quoi? Bien, c'est le risque, c'est que le consommateur conclut un contrat autre que ces contrats qui sont très protégés de vente en état futur d'achèvement ou de contrats de construction de maison individuelle et fourniture de plan. Et c'est dans ces hypothèses-là, dans ces cas-là, que l'on rencontre les pires catastrophes, c'est-à-dire des gens qui vont payer, je l'ai rencontré, 50 000, 100 000, 150 000 euros, sans garantie d'achèvement et sans garantie de livraison, avec ensuite le constructeur qui, par hypothèse, dépose le bilan. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la catastrophe. Alors, on le voit bien, vous disiez qu'il n'y avait pas besoin de passer chez le notaire, mais pourtant, quand on construit une maison individuelle, il faut bien acheter un terrain. Donc, il y a bien la partie achat. Vous passez chez le notaire pour acheter le terrain. Le foncier, vous allez l'acheter devant chez le notaire, par devant notaire. Donc là, vous allez passer un acte notarié pour acheter le foncier. Toutefois, pour signer un contrat de construction de maison individuelle, nous n'avons pas besoin d'acte. Donc en fait, nous allons signer un acte de contrat de construction de maison individuelle selon la loi de 90 après la signature du terrain. Il faut que le propriétaire, que le maître d'ouvrage soit propriétaire de son foncier pour s'engager à signer une maison. S'il n'est pas propriétaire de son foncier, nous ne pouvons pas engager une signature du contrat de construction. Sur ce contrat de construction, nous allons faire apparaître ces deux choses, ce que disait Maître Melmoux. La chose la plus importante, la garantie de livraison à prix et délai convenus, qui sera vérifiée, Maître Melmoux le disait, par le prêteur à 90%. Un particulier va faire construire sa maison à un recours à un prêt. Dans les autres cas, le propriétaire va s'engager sur l'honneur, comme quoi il n'a pas besoin de prêt, et c'est sa responsabilité qui sera engagée. Donc nous allons lui fournir une garantie de livraison à prix et délai convenu,
une assurance dommage-ouvrage qui va lui permettre en fait d'être certain et d'être sécurisé tout au long de sa construction. Ça, c'est important. Donc, en fait, de toute façon, à partir du moment où le particulier va passer un contrat de construction, il est certain, s'il passe avec un constructeur, donc attention, parce que souvent, au sens littéral du terme, on dit constructeur, la personne qui construit. Nous disons constructeur au sens de la loi de 90, au sens de la définition de la loi. Ce qui est un peu différent, c'est-à-dire que nous sommes des maîtres d'ouvrage délégués, des maîtres d'œuvre qui permettons en fait d'avoir un prix ferme et définitif et un prix unique pour le particulier. Alors, entre autres, la garantie de livraison et l'assurance dommage-ouvrage. Je crois que si on a un petit peu de temps tout à l'heure, on parlera de l'assurance dommage-ouvrage, qui est une assurance vraiment fondamentale et qui est obligatoire, que doivent souscrire tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit des maîtres d'ouvrage professionnels, comme les promoteurs qui construisent en vue de vendre, ou des maîtres d'ouvrage particuliers qui vont s'adresser à un constructeur ou à un entrepreneur pour faire construire une maison individuelle. Mais même si pour les particuliers, si cette assurance dommage-ouvrage est obligatoire, le fait de ne pas la prendre n'est pas sanctionné. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, à tort, beaucoup de maîtres d'ouvrage particuliers qui ne souscrivent pas cette assurance dommage-ouvrage. Mais la particularité du contrat de construction de maison individuelle, c'est qu'il est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de cette assurance dommage-ouvrage. Ça veut dire que non seulement elle est obligatoire, c'est très bien, mais en plus le législateur a voulu en remettre une couche, si vous m'autorisez l'expression, en disant mais si dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, l'assurance dommage-ouvrage n'est pas souscrite, le contrat n'existe plus. Et dans la pratique, eh bien, ce sont les constructeurs qui souscrivent, dans la majorité des cas, pour le compte de leurs clients, cette assurance dommage-ouvrage. Donc c'est sûr que dans le prix, on présente le prix de la construction, il y a le prix de la garantie livraison dont on a parlé, et se surajoute le prix de l'assurance dommage-ouvrage. Sauf que cette assurance dommage-ouvrage, en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage doit la prendre. Donc la personne individuelle dans le cadre d'une maison individuelle. Absolument. Voilà. Et dans le cadre justement d'un programme immobilier, ça c'est des choses qui sont comprises dedans, parce que c'est vrai que quand on achète un appartement, on ne pense pas forcément à tout ce qui est en dessous, les servitudes, tout ça. Et ça, le fait de passer aussi par ce contrat et par le notaire permet d'avoir toutes les garanties nécessaires. Oui, tout à fait. La différence, pour revenir un petit peu à ce qu'a dit mon confrère sur l'acquisition du terrain, la partie foncière, donc dans le cadre des contrats, dans le cadre de l'activité de promotion, c'est le promoteur qui est maître d'ouvrage qui achète le terrain. Donc il y a toute une série d'étapes qu'on ne voit pas trop, nos clients, qui sont des étapes amont, qui sont la partie, on va dire, élaboration d'un projet, élaboration d'un permis de construire, acquisition d'un terrain, que ce soit en secteur diffus ou en secteur aménagé. Et quand on arrive sur la phase commercialisation, le promoteur est sous compromis ou, en fonction du planning, a déjà acquis le terrain d'assiette de l'immeuble. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour répondre à votre question par rapport à l'acte de vente et le prix de l'appartement, le prix contient également l'ensemble en fait, des suggestions foncières et d'assurance. Alors vous avez parlé des servitudes, on a parlé, donc on va y revenir je pense parce que c'est vraiment un point important sur la garantie financière d'achèvement et la dommage ouvrage, mais l'ensemble de ces annexes qui sont obligatoires et qui font la sécurité du contrat sont compris dans le prix d'acquisition de l'appartement. D'accord, donc pour la personne qui achète, c'est vraiment, elle n'a pas à se soucier de tout ça, alors qu'effectivement sur une maison individuelle, il faut peut-être plus se soucier de plein de domaines, parce que vous disiez effectivement qu'il y avait peut-être, on achète le terrain d'abord, le propriétaire doit être d'abord propriétaire du terrain, mais en même temps on voit bien des constructeurs qui proposent terrain et maison. Comment ça se passe à ce moment-là? Non, là c'est différent. Deux solutions. Soit si je propose terrain plus maison, je vais passer dans un contrat en vente en état futur d'achèvement, et là je rejoins le contrat. Même en maison individuelle, absolument. Le constructeur de maison individuelle peut devenir entre guillemets un promoteur. Alors, on n'imagine pas un promoteur pour la maison individuelle, mais ça devient légalement, en tout cas, un promoteur. Oui, enfin, je crois que la différence promoteur-constructeur, qu'est-ce que cela veut dire? Un constructeur, c'est quelqu'un qui va construire une maison, qui va bâtir un logement. En règle générale, en fait, c'est un logement individuel. Nous avons deux possibilités. Soit nous allons passer avec un contrat en vente en état futur d'achèvement, soit nous allons passer en contrat de construction de maison individuelle. Ces deux types de contrats, de toute façon, sont légiférés et sont sécurisés. Et c'est la chose la plus importante. Après, il est bien évident que le promoteur, en règle générale, mon collègue, ça ne l'intéresse pas spécialement d'aller construire une maison
sur un terrain diffus. Par contre, il sera beaucoup plus à l'aise pour construire un logement collectif sur une assiette de foncier beaucoup plus importante. C'est vraiment la différence entre nos deux professions. Sinon, les contrats sont exactement les mêmes. C'est important justement d'avoir toutes ces garanties et que le consommateur, que l'acheteur ait conscience que c'est utile pour lui plutôt que de se dire ben, je vais économiser par-ci, économiser par-là. Parce que c'est un petit peu, souvent dans le milieu, on essaie de réduire les coûts, puisque c'est quand même des coûts importants. Comme vous disiez, c'est l'achat souvent d'une vie, donc on essaie de réduire. Mais à trop réduire, on risque de perdre beaucoup. On risque de perdre énormément, et une fois de plus, ce que je regrette, c'est que les accédants à la propriété des consommateurs ne prennent pas plus de renseignements, parce que j'ai vu dans mon cabinet de nombreux cas où des consommateurs ont décidé de choisir tel constructeur ou tel entrepreneur parce qu'il lui a proposé une cheminée gratuite ou une réduction de 1 000 €. Sauf que quand ils sont venus me voir ensuite, on ne parlait pas de 1 000 € ou d'une cheminée gratuite, on parlait de 50 000, 80 000, 100 000 €. Et moi j'ai vu dans des dossiers comme ceux-là, des couples se séparer à cause d'un problème comme celui-là. Certains perdent toute perspective dans leur vie. Donc il faut absolument, je crois que c'est un petit peu l'objet de cette réunion là aujourd'hui, il faut absolument qu'avant de s'engager dans une opération comme celle-là, les consommateurs prennent un minimum de renseignements. Pour résumer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, qui me paraît très important à propos du terrain, puisque c'est ce terrain-là autour duquel va tourner le vendeur en état d'achèvement et le constructeur de maisons individuelles. C'est relativement simple. La loi oblige le constructeur, dès lors qu'il procure le terrain, il oblige à ce que soit signé un contrat de vente d'immeuble à construire, mais pour ce qui nous intéresse, un contrat de vente en état futur d'achèvement. Dès lors qu'il procure le terrain. Procure le terrain, ça veut dire qu'il le vend, auquel cas il n'y a pas de difficulté, et même, théoriquement, lorsqu'il donne des informations. A constaté la pratique, a prévu, il y a un texte spécifique qui le prévoit, que dans l'hypothèse où le terrain est procuré indirectement par le constructeur et que c'est un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan qui est conclu, on n'a pas l'obligation de conclure un contrat de vente en l'état futur d'achèvement parce qu'en fait, le législateur sait que dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, le consommateur est protégé. Et le rôle d'un avocat là-dedans, ce que souvent on n'imagine pas, c'est généralement on vient vous voir quand après il y a eu des problèmes, quoi. Et toujours, malheureusement, et je crois que je ne sais pas si c'est propre à la France, mais je crois savoir que dans les pays anglo-saxons, ça ne se passe pas comme ça, et que les consommateurs prennent des renseignements avant de s'engager. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. On a l'impression que jamais aucun problème ne va survenir, et le jour où la catastrophe arrive, on va voir l'avocat. Alors, lorsque, en l'occurrence, le constructeur n'a pas déposé le bilan, il y a des choses à faire. Maintenant, lorsque le constructeur a déposé le bilan, qu'est-ce que l'on peut faire en dehors de lancer une procédure pénale et à la condition que le gérant de la société qu'on va poursuivre au pénal, parce que ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est que ces textes sont extrêmement rigoureux et leur violation est sanctionnée pénalement. Sauf que lancer une procédure pénale contre un gérant ou un président de société qui n'a pas respecté la loi, c'est très bien. C'est très bien à la condition que derrière, il a un patrimoine. Et s'il n'a pas de patrimoine, ça ne sert malheureusement strictement à rien. Alors, donc on a signé en tout cas un contrat, que ce soit un contrat en temps de promotion immobilière ou de maison individuelle. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a signé ce contrat, comment ça se passe au niveau des garanties? Par rapport au chantier, par rapport à... On continue à avoir des garanties tout au long de la signature pendant la construction? Si vous permettez, peut-être que juste avant d'aborder cette question, je crois que c'est important de préciser, avant de préciser ce qui se passe après la signature du contrat, ce qui se passe au moment de la signature du contrat. Parce que là aussi, c'est très réglementé, et ça peut-être que vous allez pouvoir expliquer. Sur l'objet, moi je veux savoir, moi consommateur, je veux savoir quelle maison on va me construire, quel appartement on va me vendre, à quel prix, quel délai. Et là, les textes sont extrêmement précis. Pour la partie contrat en VFA, il existe une phase amont qu'on appelle un contrat de réservation, qui permet justement de définir, comme vous l'avez dit, les points importants. Alors, les points importants, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on achète, l'objet, donc la description avec un plan de son appartement, combien, quel est son tarif, et comment va se passer le paiement de ce prix. C'est une vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que le paiement, une fois que l'acte authentique aura eu lieu, se fait par fraction en fonction de l'avancement réel d'un chantier.
Donc, et également un engagement sur le délai, c'est-à-dire à quelle échéance je construis le bâtiment. Donc avec cette première phase permet à un particulier donc, de signer un contrat, d'avoir réservé, et ça porte bien son nom, d'avoir réservé un appartement. Pendant cette phase de réservation, donc il réserve avec un acompte, mais il n'a pas encore commencé à payer son appartement. Après cette phase de réservation, il va pouvoir mettre en place toutes ces démarches pour obtenir dans 90%, 95%, donc mettre en place un financement, avoir la certitude également sur son projet, parce qu'il existe donc des délais de rétractation. Il y a un délai de rétractation de 10 jours, et après aussi un délai d'information avant de passer l'acte notarié. Il y a donc une notification qui permet encore d'avoir 30 jours au client pour être sûr de ce qu'il achète. Donc ça, c'est la partie amont. Une fois, donc, pour répondre à votre question, une fois qu'on a signé, qu'on est passé devant notaire et qu'on a commencé donc, vraiment à acheter son appartement, donc là, avant de rentrer dans les parties garanties, on va dire c'est l'exécution du contrat. Alors principalement l'exécution du promoteur. Le promoteur s'engage à construire avec un planning et donc avance son chantier. Donc déroule son chantier et fait constater des phases. Alors, il y a différentes phases, ça peut varier, mais il y a des seuils légaux au niveau de l'avancement, mais fait constater des phases par un tiers. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, le seuil fondation achevée, le stade fondation achevée, c'est-à-dire que vous avez un maître d'œuvre, c'est une notion dont on a parlé, donc vous avez un tiers technicien qui constate que le chantier est à tel stade. Il fait une attestation, et cette attestation permet au promoteur, par le biais du notaire très souvent, d'envoyer un appel de fonds, c'est-à-dire qu'on demande la quote-part, donc c'est maximum à 35%, mais on demande la quote-part du paiement du prix de cet appartement. Donc sur un chantier qui dure, on va dire, 16 mois, en collectif ça dure quand même assez longtemps, donc on a donc un échelonnement au fur et à mesure pour passer donc, du stade fondation jusqu'au stade achèvement. Donc c'est le déroulé qui va permettre après de prendre possession de son appartement, mais on va peut-être en parler plus précisément sur la prise de possession, la livraison, parce que c'est vraiment un sujet qui revient plus tard. Donc voilà, donc le promoteur donc, après déroule son opération et grâce au client, à la commercialisation qu'il a faite, permet d'avancer son chantier à travers ses appels de fonds. Et pour la maison individuelle, c'est un peu le même fonctionnement ? Oui, alors pour la maison individuelle, nous n'avons pas de contrat de réservation. Nous allons passer un contrat de construction. Sur ce contrat de construction, à l'intérieur du contrat de construction, nous allons y annexer en fait une notice descriptive qui va décrire de façon très précise l'ensemble des ouvrages permettant de rendre habitable l'habitation. Donc cela commence par les fondations, va jusqu'au papier peint, va jusqu'au raccordement de l'ouvrage également. Nous devons en fait chiffrer l'ensemble des travaux pour que le client particulier sache exactement combien cela lui coûtera de façon définitive l'ensemble de sa maison. À l'intérieur de la notice descriptive, nous allons détailler tout ce dont il a besoin. Lors de la signature du contrat, nous allons également l'informer en amont, donc du délai. Pareil, pourquoi ? Parce que ce qui est important pour le client particulier, c'est qu'il bénéficie d'une garantie de livraison à prix et délai convenu. Il faut donc convenir en amont d'un délai, ce que nous faisons. Après, nous allons également convenir d'un délai à partir du moment où nous signons le contrat de construction. Quel est le délai maximum que le constructeur se donne pour déposer les plans de permis de construire, puisque là, nous allons déposer un permis de construire pour le compte du maître de l'ouvrage. Et puis après, une fois que j'aurai obtenu mon permis de construire, quel est le délai maximum que je me donne pour ouvrir le chantier ? Et dans un temps final, quel est le délai maximum que je me donne pour finir son chantier ? Donc dessus, sur ce contrat de construction, nous allons indiquer l'ensemble de ces éléments. Une fois que l'ensemble de ces éléments sont signés, nous pouvons y rajouter ce que je disais en amont, une demande d'acompte ne pouvant excéder 5%. Et pour bénéficier de cet acompte, au moment de la signature du contrat, je dois délivrer au maître d'ouvrage une garantie de remboursement d'acompte qui nous sera délivrée par un garant, en disant, même en cas de défaillance, je peux bénéficier, je pourrais être remboursé de mon acompte que j'ai versé auprès du constructeur. Alors on le voit malheureusement parfois dans les constructions, que ce soit dans les promotions ou dans la maison individuelle,
les délais ne sont pas tout à fait toujours respectés. Est-ce que l'acheteur, lui, il a des garanties? C'est-à-dire qu'il peut imposer des pénalités aux constructeurs ou aux promoteurs? Je vais continuer. Au niveau du contrat de construction, c'est très clair. C'est indiqué, c'est 1/3 millième par jour de retard. Donc c'est 1/3 millième du prix par jour de retard. Grosso modo, on peut estimer environ à 1% du prix par mois. C'est-à-dire que je vais acheter un bien, une maison de 100 000 €, eh bien je sais que grosso modo, 30 jours, ça représentera à peu ou prou 1 000 € par mois d'indemnité, et j'en ai tout à fait le droit. C'est écrit sur le contrat. Mais ça, les gens ne le savent pas forcément, et est-ce qu'ils font également ce recours? Et puis on se dit peut-être que, franchement, 1 000 €, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, le 1% sur un mois. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour justement bien prévenir les maîtres d'ouvrage que justement, nous, en tant que constructeurs, de toute façon, dès l'instant qu'ils bénéficient d'un contrat de construction, on va lui indiquer de façon claire et précise, et c'est indiqué dans le contrat également. Et si jamais il ne l'a pas, ce n'est donc pas un contrat de construction. C'est pareil au niveau de la promotion? Tout à fait. Le délai de livraison est clairement stipulé. Surtout que très souvent, quand on prend le cas à Montpellier, on a des avantages fiscaux quand c'est de l'investissement locatif, où on a des délais qui ne doivent surtout pas riper d'une année sur l'autre. Et donc nous indiquons en trimestre, en général c'est en trimestre, la date de livraison prévisionnelle de l'immeuble. Et si jamais, de la même manière que les constructeurs, si jamais nous ne respectons pas ce délai, nous avons des pénalités. C'est à peu près du même ordre comme les pénalités? Oui, tout à fait. Après, il peut y avoir des négociations à la marge parce qu'on est toujours conciliant. Si jamais il peut y avoir un délai de livraison qui est majoré, il peut y avoir des difficultés ou des coûts par rapport à un déménagement qui est décalé. Donc là, dans ce cas précis, les confrères prennent le maximum en considération le cas du particulier pour qu'il y ait un dédommagement. Mais le principe, c'est d'avoir un délai, vu qu'on s'engage dessus contractuellement et qu'on l'écrit noir sur blanc sur notre acte authentique, c'est de caler un délai raisonnable pour pouvoir livrer à l'heure, au moment convenu. Et alors s'il y a un souci, il faut venir voir un avocat ou ça peut se faire directement avec le constructeur ou le promoteur? Je vous dirais que dès que vous avez le moindre problème, allez voir un avocat. Mais en fait, je ne le pense pas une seconde. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible de trouver des accords entre le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, selon les cas, et le professionnel. Et en général, c'est ce qui se passe. Maintenant, il arrive parfois, heureusement, qu'il y ait des blocages. Auquel cas, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir un avocat et de partir au contentieux. Par exemple, j'ai un dossier dont je m'occupe depuis hier. Désolé, contre un vendeur en état d'achèvement. Bon. J'ai un appartement qui n'est pas livré dans le délai. Il y a quand même 1 an de retard. Donc vous voyez les conséquences que ça entraîne pour l'acquéreur. Bon. Et ça pourrait se régler à l'amiable. Sauf que dit le vendeur en état d'achèvement? Il dit mais le retard est tout à fait justifié. Le retard est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que j'ai eu un certain nombre d'intempéries. Je n'ai pas pu continuer les travaux. C'est valable aussi dans le cadre du contrat de construction des individuels. Et puis, j'ai mon entreprise de gros œuvres qui a déposé le bilan. Et donc, il m'a fallu 2 mois pour trouver une nouvelle entreprise. Bon, mais là, il va falloir faire des calculs. Certainement que ce sera un expert judiciaire qui va devoir déterminer si le retard est justifié ou n'est pas justifié. Voilà. De temps en temps, il y a des contentieux de ce type. Mais la plupart du temps, ça se règle à l'amiable. Mais on part du coup sur des procédures qui peuvent être quand même du coup très longues. Lorsqu'on part dans une procédure en droit de la construction, c'est une procédure qui effectivement peut être très longue parce que l'expertise judiciaire elle-même peut durer 1 an, 1 an et demi. Et ensuite, si on part une procédure devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, ça peut durer des années, c'est vrai. Et globalement, quand vous construisez, notamment vous en promotion, vous tenez compte dans vos délais des recours éventuels qu'il peut y avoir aussi, parce qu'on voit de plus en plus malheureusement des recours. Alors sur la partie recours qui malheureusement ont tendance à augmenter, alors la partie recours intervient en amont, c'est-à-dire que le recours intervient sur la partie pré-commercialisation, contrat de réservation. À partir du moment où on est allé signer avec nos acquéreurs un acte authentique, ça veut dire que nous avons obtenu un permis purgé de tout recours. Donc la question contentieuse amont sur la constructibilité, sur le permis de construire, a été évacuée parce que nous avons purgé le recours, c'est-à-dire qu'on l'a traité. On a fait un modificatif s'il a fallu faire un modificatif. Donc quand nos clients vont chez le notaire acheter un appartement, il n'est plus sujet à un recours.
Par contre, cette partie recours peut allonger la phase amont. Donc vous pouvez avoir signé un contrat de réservation avec un promoteur. Malheureusement, ce promoteur a eu un recours sur son permis de construire. Et donc, dans ce cadre-là, deux options. Le client a la possibilité de patienter en attendant que la situation se débloque, ou tout simplement de reprendre son acompte, et donc la vente, enfin le contrat de réservation n'ira pas à l'acte authentique, vu que nous n'avons pas atteint ce stade de permis purgé de tout recours. Voilà. On ne fait pas peser sur nos clients le risque du recours. C'est une problématique que nous gérons, nous, en amont. D'accord. Donc voilà, donc on a signé, la maison se construit. Comment ça se passe après sur la livraison? Il y a une différence très claire entre livraison et réception. C'est deux choses différentes. Ouais, ça c'est très important et c'est lié à la différence dont on parle depuis tout à l'heure entre le contrat de vente à achèvement et le contrat de construction des individuels. C'est toujours lié à cette notion de maître d'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire du terrain. Prenons le cas du promoteur. Le maître de l'ouvrage se porte acquéreur du terrain. De ce fait, il est maître d'ouvrage. Et ensuite, il a une double casquette. La première casquette, en sa qualité de maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conclure des contrats avec des entrepreneurs, avec des architectes, etc. Mais il a une double casquette de vendeur, puisqu'il va me vendre à moi, acquéreur. Alors que, concernant le constructeur de maisons individuelles, vous vous rappelez qu'il n'est pas maître d'ouvrage. C'est le consommateur qui est maître d'ouvrage. Et donc, ce consommateur maître d'ouvrage va conclure un contrat de construction de maisons individuelles, avec le constructeur de maisons individuelles, qui ensuite va sous-traiter les travaux. Mais évidemment, il n'y aura pas d'acquéreur. Parce que si moi, je conclue un contrat de construction de maison individuelle, c'est pour occuper, pour habiter la maison. Ce n'est pas pour la vendre. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'acquéreur. Ce qui entraîne deux événements extrêmement différents. Et souvent, on a malheureusement tendance à confondre ces deux événements. Et pourtant, il ne faut surtout pas les confondre parce que ça entraîne des conséquences au niveau juridique, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tout à l'heure, totalement différentes. C'est la réception et la livraison. La réception des travaux, elle intervient entre qui et qui? Entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les entrepreneurs ou le constructeur de maisons individuelles. Donc elle intervient entre qui et qui? Entre le promoteur, maître d'ouvrage et les entreprises, ou entre moi, accédant à la propriété, et mon constructeur, le constructeur de maisons individuelles. Ça, c'est la réception des travaux, à partir de laquelle, vous savez, vous avez entendu parler de la garantie de parfait achèvement, de la décennale, etc., qui vont courir à partir de cette réception. Par contre, revenons au vendeur en étape d'achèvement. Ce vendeur va me vendre à moi, acquéreur, et lorsque ce sera terminé, il va me livrer mon appartement. Et ça, c'est le procès-verbal de livraison. C'est-à-dire qu'en amont, il va signer des procès-verbaux de réception avec les entreprises, et en aval, il va signer avec moi un procès-verbal de livraison. Une simple livraison, quoi. Une livraison, pas simple, une livraison. Ça paraît moins voilà, on fait juste que livrer, comme quand on va chercher une voiture, on a la livraison de la voiture. La remise des clés, exactement. C'est un peu ça. C'est un peu plus formel que ça. C'est-à-dire qu'on fait signer un PV, un procès verbal de livraison. On fait donc cette étape de livraison remise des clés. On vient prendre possession de son logement et on fait signer un procès verbal de livraison qui permet de constater le transfert total de la propriété entre le promoteur et au profit de son client. Procès verbal également, pourquoi? Dans le cas où il y a des réserves, donc des réserves qui ne sont pas des impropriétés à destination, mais ça peut être des petites taches sur une peinture, il y a certains éléments qui ne sont pas tout à fait parfaits. Dans ce cadre-là, on note sur le procès verbal de livraison les réserves qui restent et le promoteur a 30 jours pour lever ces réserves. Donc il y a quand même un côté formel, mais ce n'est pas, comme le dit justement Maître Melmoux, la réception. Après, pour le point de départ des garanties, ce qu'on fait très souvent sur le chantier, il y a toujours des cas particuliers, mais concrètement, on fait presque de manière concomitante coïncider la réception et la livraison. Car quand le chantier est réceptionné, le promoteur, il a tout intérêt à le livrer au plus vite parce qu'il est fini. Oui, parce qu'il peut y avoir sinon des dégâts qui peuvent se faire ou des choses, et du coup, il devient responsable de quelque chose qui n'est pas de son fait, quoi. Tout à fait. Alors heureusement, on a travaillé ces dernières années avec les assureurs parce que il y a quelques années, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, nous avons des assurances qui nous couvrent entre cette période qui est souvent très courte, mais sujette à difficulté, entre le moment où nous avons réceptionné et le moment où nous livrons à nos clients. Là, pour autant, nous sommes garantis, l'immeuble, parce qu'à ce moment-là, c'en est un, est déjà garanti, est assuré. Et au niveau de la réception des maisons individuelles? Chez nous, c'est beaucoup plus factuel, puisque, en fait, comme le disait Maître Melmoux, procès verbal de réception. Donc là, nous allons réceptionner l'ouvrage.
Déjà, la première chose, c'est le transfert de propriété. Je vous rappelle que le maître d'ouvrage a fait construire son habitation, sa maison. Il est propriétaire du foncier, mais moi, en tant que constructeur, pour l'instant, je suis encore propriétaire de la maison. C'est moi qui lui apporte les assurances. Donc, le jour de la réception de l'ouvrage, nous allons transférer cette propriété. Donc, je fais la réception, la livraison, la remise des clés. À partir de ce moment-là, le propriétaire prend vraiment pleinement possession de son habitation. Après, lors de la réception de l'ouvrage, nous allons vérifier, donc c'est avec ou sans réserve. C'est-à-dire que je bénéficie en tant que maître d'ouvrage particulier, je ne suis pas un professionnel, je ne sais pas si réellement tout fonctionne. Lorsque vous allez réceptionner votre habitation, votre maison particulière, eh bien, c'est vrai que je ne vais peut-être pas penser à tester l'ensemble des prises électriques. Il se peut qu'une prise électrique ne fonctionne pas. Donc, je bénéficie en tant que maître d'ouvrage d'un délai de 8 jours pour présenter à mon constructeur l'ensemble des réserves que j'ai pu relever sur ces 8 jours. Et après, donc bien entendu, le constructeur, lui, va devoir répondre et lever l'ensemble de ces réserves. 8 jours pour vous, c'est le même délai pour vous, c'est 8 jours? Alors, il y a deux notions. Donc en fait, parce que la livraison fait courir la garantie de parfait achèvement qui dure 1 année et qui en fait permet de pallier à l'ensemble des dysfonctionnements. Les 30 jours dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les réserves, c'est les désordres apparents qu'on constate à la livraison. Donc là, je vois de visu, j'ai constaté des choses. Après, il y a une seconde phase. Il y a prenons le cas du chauffage. Si vous livrez en été, s'il fait chaud, vous ne pouvez pas constater si le chauffage marche bien ou pas. Vous le verrez 3 mois après, 4 mois après. Donc, tous ces équipements qui sont utilisés donc, dans un second temps, là, nos clients ont 1 année en fait, pour constater qu'ils fonctionnent ou qu'ils ne constatent pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire quoi qu'il se passe dans cet appartement, pendant 1 année, nous nous engageons à revenir, à travers nos entreprises qui ont construit ce bâtiment, à revenir réparer les petits désordres concrètement, mais qui peuvent, par exemple, un volet roulant qui ne marche plus, ou ce genre de choses. Donc nous nous engageons à venir réparer l'ensemble de ces désordres. Alors 1 an, on comprend bien, là, effectivement, ça laisse du temps, mais 8 jours, c'est quand même très très court. Là, on est en train de confondre deux choses. C'est-à-dire que la garantie de parfait achèvement, nous allons rentrer dans le cadre des garanties obligatoires, des garanties techniques obligatoires. Donc la garantie de parfait achèvement, le maître d'ouvrage bénéficie également de cette garantie de parfait achèvement d'une durée de 1 an. La différence, c'est que lorsque je réceptionne l'ouvrage, je livre, je me fais livrer ma maison, mais je vais également la réceptionner. Là, j'en deviens complètement propriétaire. Mais c'est vrai que je ne peux pas tout vérifier. Donc c'est pour ça que pendant 1 semaine, ça me laisse le temps, 8 jours, pour vérifier l'ensemble des éléments. Et c'est très important ce délai, parce qu'il est bien évident que moi, lorsque je construis la maison, je dis au maître d'ouvrage, voilà, j'ai construit votre maison comme vous me l'avez demandé, conformément au plan, conformément à la notice descriptive. Il est bien évident que, je ne sais pas, j'ai pris l'exemple de la prise de courant, cette prise de courant réfrigérateur ne fonctionne pas. Je ne le sais. Malheureusement, cela peut arriver. Donc ça fait partie de la réserve. Après, on parlait d'un problème d'équipement tel que le chauffage. Là, je bénéficie toujours de cette garantie de parfait achèvement. Pendant 1 année, je vais pouvoir dire à mon constructeur, écoutez, je suis désolé, mais moi, la maison que vous m'avez livrée au mois de juillet, vous êtes gentil, mais j'ai mon poêle qui ne fonctionne pas. En tant que constructeur, tout comme le promoteur, en fait, on a les mêmes obligations. Nous sommes tenus pendant la durée de première année, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de revenir afin de remédier à ce problème d'équipement. Donc là, ce sont les garanties techniques. Ce sont vraiment 2 choses différentes. Voilà. Peut-être que Maître Melmoux a quelque chose à dire là-dessus. Oui, moi je veux dire 2 choses. La première, c'est que ce soit au moment de la réception à gauche ou au moment de la livraison à droite, le maître de l'ouvrage à gauche ou l'acquéreur à droite a le droit de bloquer, de consigner 5% du prix. C'est quelque chose qui est important.
5% du prix dans l'hypothèse où il y aurait des vices et défauts de conformité apparents, et 5% du prix, nous dit la loi, dans l'hypothèse où il y aurait un défaut de conformité apparent. Donc ce n'est que lorsque ce défaut de conformité apparent est levé, s'il y en a eu un, que le vendeur à l'étape d'achèvement pourra exiger le paiement du solde, c'est-à-dire des 5%, et ce n'est que dans l'hypothèse où les vices et défauts de conformité apparents qui ont été dénoncés au moment de la réception ou dans le délai de 8 jours auront été levés, que le constructeur pourra appeler les 5%. Ensuite, en termes de délai, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à partir de la réception des travaux, ça vous a été parfaitement indiqué, comptez constructeur de maisons individuelles, l'accédant à la propriété dispose d'un délai de 8 jours pour dénoncer les vices et défauts de conformité apparents. D'accord ? S'il ne les dénonce pas dans ce délai de 8 jours, c'est terminé. Donc c'est très important, il faut que le consommateur sache que s'il ne dénonce pas dans ce délai de 8 jours les vices et défauts de conformité apparents, il y a ce qu'on appelle un effet de purge de la réception. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus ensuite les demander. Si par contre ils ont été dénoncés, et si le constructeur n'intervient pas, mais il pourra lancer la procédure. Concernant le vendeur en l'état futur d'achèvement, c'est un petit peu le même principe, sauf que, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que le législateur distingue selon que la réception, vous vous rappelez, qui intervient entre le vendeur, entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, intervient avant ou après la livraison. Si la réception intervient après la livraison, l'acquéreur dispose d'un délai de 1 an pour dénoncer les vices et défauts de conformité apparents et agir en justice contre le vendeur, si le vendeur ne répare pas. Et dans l'hypothèse où c'est la livraison qui intervient après la réception des travaux, là, il dispose d'un délai de 13 mois pour dénoncer et agir, pour dénoncer les vices et défauts de conformité apparents et agir contre le vendeur en justice. Voilà les deux régimes qui se ressemblent un petit peu, mais qui ne sont pas évidemment strictement conformes. Donc il y a quand même plein de garanties, effectivement. Il ne faut pas hésiter à aller voir un avocat, ça c'est déjà quelque chose qui est important, et à bien lire les contrats et surtout à être sûr de signer véritablement un contrat avec des garanties telles qu'elles sont déjà prévues par le législateur. Voilà, écoutez, on espère avoir un petit peu répondu à toutes les questions que vous pourriez avoir et on vous propose de revoir ce débat sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier ou sur le site internet de notre partenaire Forum TV. Un grand merci à tous les trois. Merci.